Bonjour, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revoir pour la deuxième fois Joël Monzé, qui est docteur en neurosciences et psychothérapeute. Joël a écrit son troisième livre aux éditions Le Dauphin Blanc. C'est bien le troisième? C'est le quatrième au Dauphin Blanc. C'est le cinquième en fait au Dauphin Blanc. Cinquième? Il y en a un qui est chez Card, mais CRD et Dauphin Blanc, c'est quand même la même maison. Donc, c'est le cinquième pour le Dauphin Blanc. Alors, aujourd'hui, on parle, le titre, c'est « J'ai juste besoin de votre attention ». Toi, moi, je t'ai rencontré pour le livre « Soutenir le développement affectif de l'enfant ». Oui. Et tu as eu un deuxième, un autre à cette suite-là, « J'ai juste besoin d'être compris ». Et là, « J'ai juste besoin de votre attention ». C'est quoi la différence entre « j'ai juste besoin d'être compris » puis « j'ai juste besoin de votre attention ». C'est comme une suite à ce livre-là? En fait, les deux livres peuvent se lire dans l'ordre que la personne souhaite le lire. Dans le sens que c'est pas comme un roman avec un premier film, deuxième film, troisième film ou des séries, une série linéaire. Mais en même temps, c'est une série de livres que je suis en train d'écrire pour aider le parent, aider l'enseignant, aider le psy ou le médecin à mieux comprendre ce que vit l'enfant pour que la direction qu'on va donner à notre intervention, qu'elle soit éducative ou thérapeutique, soit collée aux besoins de l'enfant. Souvent, ce que je constate, c'est que l'adulte est dans une situation où il ne comprend pas ce qui se passe, il a déjà la difficulté à se comprendre lui-même, donc c'est pas évident de comprendre l'autre. Dans un couple, on a suffisamment de disputes pour qu'il démontre qu'on a parfois de la misère à se comprendre. Et on est deux adultes qui se sont choisis de vivre ensemble. Donc, quand nos enfants, on a beau avoir l'amour inconditionnel, ils réagissent avec un cerveau qui est en développement. Il y a des comportements qui sont tout à fait normaux à 4 ans, 5 ans, 6 ans, qu'on a malheureusement pathologisés, dans le sens que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les compagnies pharmaceutiques, elles veulent faire de l'argent. Donc, la vieillesse, c'est devenu une maladie et de plus en plus, l'enfance est une maladie. Et il y a toute une série de comportements qui sont normaux chez l'enfant, qu'on étiquette comme étant anormal. Et c'est ça que le parent, l'enseignant, le psy, même le médecin qui fait sa pratique à tous les jours, a perdu de vue cette normalité de comportement chez l'enfant. Alors, dans le « j'ai besoin d'être compris », c'est que il y a l'enfant, il a un langage. Son langage, c'est son comportement. Donc, si on peut arriver à décoder le comportement de l'enfant, on va comprendre c'est quoi son message et on va pouvoir répondre en fonction du cas dans lequel on est. Juste si je suis professeur, je ne ferai pas n'importe quoi dans ma classe. Et si je suis parent, je n'ai pas à céder à des caprices, mais au moins que j'entende le message de l'enfant. Je trouve que on est loin de la tape en arrière de la tête. Parce que nous, moi, de ma génération, c'était la tape en arrière de la tête, puis tu parles pas, puis tu sais, on est vraiment loin de ça, puis je trouve que c'est tellement rafraîchissant de pouvoir donner des outils aux parents, puis aux enseignants aussi à ce niveau-là. C'est ça, puis dans J'ai besoin de votre attention, on va parler de l'anxiété des enfants. L'anxiété des enfants, c'est pas la même chose que, en tout cas, elle ne se gère pas de la même manière et ne se vit pas de la même manière que comme nous, notre anxiété d'adulte. Premièrement, le stress et l'anxiété, ça fait partie de la vie. C'est comme la vitesse à vélo. Puis ils n'ont pas le même... Moi, ce que j'ai compris dans ton livre, c'est que le cerveau, il n'est pas rendu... Il y a une maturité. Puis ça peut même aller jusqu'à 40 ans. La maturité complète du cerveau d'un humain, je n'en revenais pas. Et encore, l'anxiété telle que la vit l'enfant, on va la revivre dans un film d'épouvante. On va la revivre dans un film d'action. Tu sais, quand on a peur et qu'il y a un monstre qui pourrait manger des héros, on sait très bien que c'est un film, mais pourtant on réagit. Notre émotion dans notre corps. Notre corps réagit, on bouge, on a besoin de manger, on a notre poil de la peau qui se hérisse, qu'on aime, on n'aime pas, d'accord? Mais on réagit à ce moment-là comme on réagissait quand on est des enfants. Les enfants, c'est cette forme d'anxiété-là qu'ils vont vivre. Ce qui va se passer demain, ce qui va se passer, ou ce qui s'est passé hier, c'est moins important pour l'enfant si l'enfant est en sécurité. Si l'enfant se sent en sécurité, si l'enfant peut s'ancrer dans un lien sécurisant avec l'adulte, les faits ne sont pas importants. Mais sans cette sécurisation, ils vont prendre n'importe quelle stratégie pour attirer notre attention. Donc leur message, c'est « j'ai juste besoin de votre attention ». Ah, je comprends. Et moi, j'ai beaucoup aimé, il y a une histoire, c'était la tasse
la tasse et le volcan. Est-ce que tu peux l'expliquer? Parce que je trouvais que c'était une belle image pour expliquer que l'enfant, comment il réagit devant des situations de stress. En fait, l'idée du volcan, c'est que l'enfant, bien souvent, quand il est dans un milieu qui est très normatif, comme une école, il va retenir toute l'attention, toute l'attention, toute l'attention, toute l'attention. Et toute la journée, le volcan, il gronde, il gronde, il gronde, il gronde, il gronde. Mais comme il est quand même conscient que l'école n'est pas le lieu dans lequel il peut se relâcher, à ce moment-là, le volcan va être de plus en plus chaud. Et au moment où il va rentrer dans le bus, on a une transition, ou surtout le moment où il va rentrer à la maison, il risque de faire des crises. Il risque à ce moment-là... C'est ça, les crises. Hein. C'est ça. L'enfant a besoin de faire des crises. D'accord. Ça, c'est important de le dire. Si on ne comprend pas que l'enfant a besoin de faire des crises, ben, on risque de faire une mauvaise intervention, ou on va intervenir dans la crise, puis l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va se couper de plus en plus de lui, parce qu'il ne pourra plus jamais ressentir son émotivité. Exactement. Et il y a combien d'adultes qui sont en thérapie aujourd'hui parce qu'ils ne se sont pas écoutés quand ils étaient enfants? Si on peut travailler avec nos enfants pour éviter qu'ils se trompent trop, comme nous, toi et moi, on s'est potentiellement trompés quelquefois. Sûrement. Bon, juste un petit peu. Mais à ce moment-là, quand il fait une crise, c'est quoi le premier réflexe que devrait avoir le parent? La présence. Et la présence. Tu sais, Suzy, si tu es en pleurs, est-ce que c'est le moment de te faire la morale? Non. C'est le moment de t'écouter. C'est le moment d'être présent, c'est le moment de te regarder. C'est d'utiliser ma bienveillance, de te rassurer. Oui, parce que sinon, je vais avoir le sentiment qu'on ne m'écoute pas vraiment, qu'on s'en fout de ce que je sens, puis on va juste essayer de mettre un bouchon dessus, puis oublie-le, puis passe à d'autres choses. Et c'est ça que l'enfant a besoin dans la crise. Il a besoin de la qualité de présence de l'adulte, que ce soit un enseignant, un éducateur, un psy ou un parent. Il a besoin de cette présence-là. C'est cette présence-là qui va faire en sorte qu'il se sent en sécurité. S'il se sent en sécurité, il va avoir accès à ses émotions, à ses sentiments. Il va pouvoir se construire son monde intérieur. S'il n'a pas accès à ça, ben, la seule chose qui va exister, c'est son narcissisme. C'est-à-dire qu'il va se construire une image qui va fitter dans le décor. Mais en même temps, on est en train de créer un trouble de personnalité potentiel. Oui, puis là, on se réveille à 40-50 ans, puis on nous dit « Découvre-toi qui tu es vraiment ». Retrouve l'enfant qui est en toi. Oh, exactement. Pourquoi est-ce qu'on ne l'écoute pas, l'enfant? Pourquoi on ne l'a pas trouvé? Pourquoi on ne l'a pas été quand on était jeune, puis qu'on nous a demandé d'être adulte tout de suite? Puis là, c'est le contraire. Tu as raison, c'est vrai. Et l'objectif, c'est pas d'être laxiste avec nos enfants. Moi, je suis un papa qui est très exigeant. Oui, exactement. Ça aussi, c'est important de le dire. Et souvent, on confond la bienveillance avec le laxisme. On a eu peut-être la période d'étape derrière la tête. On est tombé dans l'extrême de l'autre côté, un hyper-laxisme qui a donné naissance à des enfants rois et aujourd'hui des parents rois. Exact. Parce que les enfants ont grandi. Mais pas tous, mais il y en a quelques-uns qui ont malheureusement développé ce genre de caractéristiques comportementales. Donc, on peut être exigeant vis-à-vis de nos enfants, mais travailler sur les valeurs. Tu sais, hier soir, j'avais une discussion avec mon grand qui me disait « Ah, je suis jaloux de telle chose. » Puis, hop, il se sentait tout mal. Non, c'est correct, tu as le droit d'être jaloux. Coupable, il se sentait coupable. Tu as le droit d'être jaloux. Mais regarde. Oui, ça veut juste dire que tu es appelé par quelque chose. Oui, ça passe par la jalousie, mais c'est parce que tu sens qu'il y a un message, qu'il y a quelque chose qui fait sens pour toi. Le tout, c'est de le décoder, ton message. Qu'est-ce qui fait sens pour toi dans ce qui a été fait, dans ce qui a été dit ou dans ce qui a été vécu? Puis ça ramène le jeune, ah ben c'est ça. Bon ben, qu'est-ce qu'on fait pour le construire aujourd'hui? Donc c'est de réutiliser les comportements qui sont parfois dérangeants pour nous les adultes ou pour les autres, d'essayer d'en comprendre le sens et d'accompagner le jeune pour qu'il développe. Si je ne fais pas ça, le jeune va rester avec la jalousie, le jeune il va rester avec sa fermeture d'esprit, le jeune il va rester avec l'impulsivité. Tu sais, par exemple, mon garçon de 6 ans, cet été, ce que j'ai travaillé beaucoup avec lui, c'est tu as envie de faire quelque chose, mais ce que je te demande, c'est de me le dire avant que tu ne le fasses. Donc, on avait des périodes dans la journée où il devait me dire « Je veux jouer avec mon camion. » OK, dis-le et fais-le. Je suis en train d'installer une période de prise de conscience de l'enfant dans ce que je veux faire pour que, à l'école, OK, je veux parler, mais je ne peux pas. OK, je le garde pour moi. Et à ce moment-là, le volcan, il chauffe moins. D'accord? Et puis, si je reviens avec la tasse dont tu me parlais tantôt, c'est que comme le cerveau, il mature jusqu'à au moins une 40 à 45 ans pour toute la gestion de nos émotions, c'est comme si, quand on est un bébé, notre capacité de gérer les émotions, c'est pas plus gros qu'une tasse expresso. Puis ça devient une tasse,
au fur et à mesure que je grandis, ça devient un bol, ça devient comment dire, une marmite, ça devient un aquarium, ça devient peut-être un jour une baignoire. D'accord? C'est certain qu'on peut mettre plus d'eau dans une baignoire que dans une tasse à expresso. Mais l'enfant qui est à l'école primaire ou même l'adolescent qui est au secondaire, qui a un bol à sa disposition, mais si c'est chargé, la peur que ça déborde, ça crée beaucoup d'anxiété. Et c'est ça qu'on ne comprend pas. L'enfant, quand il a peur, ça déborde, il est comme en train d'avoir peur, comme nous avons peur devant Jaws ou devant un film comme avec des monstres ou n'importe quoi. Ouais. Parce que pour lui, c'est hyper angoissant. Et tu sais, si le matin, tu te verses un thé, OK? La tasse déborde. Quel est ton premier réflexe? Faire « Oh mon Dieu! » Moi, ce serait d'arrêter de verser. Tu vois? Ben oui, j'arrêterais. Oui, mais quand je te demande le premier réflexe, c'est pas ça que quand tu t'imagines ce que ça fait, c'est « Oh mon Dieu, j'ai fait une gaffe! » Ben oui. Aïe, aïe, aïe. L'enfant est compris souvent là-dedans. Si tu as une petite assiette en dessous de ta tasse, que ça déborde, quels sont tes premiers réflexes? Ben, je sais pas, d'aller chercher un linge pour essuyer. Tu vois, tu oublies encore d'arrêter de verser. Tu es déjà dans le mode de réparation. OK? Parce que probablement, bien souvent, probablement que toi, dans ton enfance ou dans ce que tu as vécu, il n'y a peut-être pas toujours une assiette en dessous de toi quand ça débordait. Puis nous, c'est notre rôle comme adultes d'être l'assiette en dessous de la tasse qui déborde pour l'enfant. Donc tantôt, quand tu me demandais qu'est-ce qu'on fait dans un moment de crise, on doit être une assiette pour récolter ce qui déborde, pour que le degré d'angoisse tombe, pour que l'enfant ait accès à ce qu'il vit. Puis sentir que lui aussi, il y a une assiette en dessous de vous. Voilà, se sentir soutenu. C'est le rôle de deux conjoints quand il y a une belle harmonie entre eux. C'est le rôle éventuellement d'un psy qui accompagne son patient pour pouvoir aller travailler sur des émotions qui ont été mal vécues, qui doivent être, mieux canalisées pour vivre une vie plus saine et plus sereine. Mais les enfants, ils ont besoin de cette assiette-là. Mais si l'adulte, il oublie son rôle d'être l'assiette, à la rigueur, je dirais que la table derrière la tête était plus un contenant que le laxisme. Parce qu'au moins, c'est quelque chose qui saisissait. Et ça permettait... qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait. Il y a quelque chose, exactement. Mais aujourd'hui, dans notre volonté parfois d'être l'ami de nos élèves, l'ami de nos enfants, on oublie notre rôle de parent, dans notre rôle d'être le soutenant. Et c'est là que ça amène autant de comportements problématiques comme on le voit dans nos maisons et dans nos écoles aujourd'hui. Donc, en ce moment, il y en a beaucoup de problèmes de comportement à cause de ça. Je crois que dans le livre, tu parles que depuis 100 ans, ça a beaucoup changé. C'est à quel niveau? Mais je te dirais qu'un exemple que j'aime beaucoup prendre avec les adolescents que j'accompagne, c'est que je leur fais remarquer que ma grand-mère, elle était professeure devant sa classe titulaire à 14 ans. C'était normal il y a 80 ans. Okay? Dans l'histoire du Québec, on a Émilie Bordelot avec les filles de Caleb. D'accord? Elle avait 14 ans quand elle a commencé à enseigner. C'est pour ça qu'elle tombe en amour avec son élève. Sinon, il y aurait un écart trop grand. Au village, il y a à quelques mois près, ils ont le même âge. Aujourd'hui, pour être professeur, il faut 24 ans. Parce que c'est un baccalauréat de 4 années au Québec. 10 ans ont été rajoutés dans la scolarité de nos jeunes. Mais biologiquement, il y en a beaucoup qui étaient prêts à essayer d'assumer leur part de responsabilité, entre guillemets, comme des petits adultes, à 14, 15, 16 ans. Ils étaient menuisiers, ils étaient plombiers, ils étaient coiffeuses. Ils faisaient quelque chose. Puis oui, il y a des avocats et des médecins, mais on était médecins à 19 ans, il y a 100 ans. Aujourd'hui, 34-35 ans, quand on a terminé toute la résidence. et donc, on a tellement allongé la période de scolarité en demandant aux enfants d'agir parfois comme un adulte a de la difficulté à faire lui-même. Par exemple, la collaboration dans les écoles, c'est un... Tu sais, on met beaucoup la collaboration entre les enfants, il faut que les enfants collaborent. Combien de profs collaborent réellement entre eux? Combien de professeurs sont capables de collaborer avec les parents? Si nous, comme adultes, on a de la difficulté à collaborer avec nos confrères ou avec les parents ou avec... Pourquoi est-ce qu'on le demande à des enfants de 5-6 ans alors que leur cerveau n'est pas prêt à ça? Non. Bien, je sais que, à la garderie, au CPE, très, très jeunes, ils apprennent déjà à prêter leurs jouets aux enfants. Et ça part d'une bonne intention. On prête. C'est ça. Mais si ça se fait au mépris de soi,
sans écouter vraiment ce qu'on sent. Oui, Exactement. tu dois le faire parce que c'est la bonne chose à faire. Ouais, c'est pas très différent de ce qu'on faisait avec l'Église catholique en nous montrant les saints et les Mères Teresa à suivre au pareil à l'œil. Et ça amène beaucoup de gens qui se coupent d'eux-mêmes. Oui, c'est ça. Et quand on se coupe de soi-même pendant des années, le coût que ça va avoir sur la vie psychologique et la vie physique est important. Et c'est ça qu'il faut tenir compte. Mais de nouveau, il ne faut pas que nos enfants soient égoïstes. Il faut toujours trouver un juste milieu. C'est d'encourager l'altruisme, d'encourager la générosité, mais sans oublier de s'écouter, sans oublier de ramener l'enfant dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il ressent, pour être capable que ça ne vienne pas d'une idée d'être généreux, mais d'un vécu. Ça vient naturellement à l'intérieur. J'aime ça te rendre service, Suzy. J'aime donc ça. Puis quand je te fais plaisir, puis moi je le sens, j'ai du plaisir. Je ne me coupe pas de moi à ce moment-là. Pas du tout. Mais si on oublie ça, on passe à côté de quelque chose qui pour moi est essentiel. Merci Joël de notre rencontre. On pourrait parler longtemps. Les gens peuvent te retrouver sur ton site Internet. Oui, www.joelmonzé.com ou Institut du développement de l'enfant et de la famille, donc institutdef.ca. Parfait. Donc, et tu as une émission à Cogeco? Non, l'émission, elle est terminée. Je suis passé à autre chose, tout simplement. Mais pour l'instant, j'ai un beau projet avec Nancy Doyon où on fait de la formation online pour justement aider les adultes à mieux comprendre les enfants avec des solutions structurantes qui tiennent compte à la fois de la réalité familiale ou de la réalité de la classe, mais également des différentes étapes du processus de développement du cerveau de l'enfant. Oh, intéressant. Alors, je te remercie de notre rencontre. Je vous invite à aller voir tout ce qui concerne le développement de l'enfant avec les beaux livres aux éditions Le Dauphin Blanc. Moi, j'ai adoré. Vous voyez, j'ai beaucoup de petits post-it. Merci. Et bien, à la prochaine. Merci. Au revoir.